Bon, on va commencer et puis de toute façon, les étudiants vont arriver au fur et à mesure. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre virtuelle dans le cadre du prix Roman des étudiants France Culture. Aujourd'hui, en compagnie d'Agnès de Sarthe pour son nouvel ouvrage Le Château des Rentiers, paru aux éditions de l'Olivier. Alors déjà, merci beaucoup, chère Agnès, d'avoir répondu présente à notre invitation. On est vraiment très heureux que vous soyez là aujourd'hui pour échanger avec les étudiants et étudiantes jurés. Vous avez déjà par ailleurs peut-être rencontré certains d'entre eux lors des précédentes rencontres cette semaine en université, donc vous savez à quel point ils sont C'est bizarre, vraiment... c'était allumé ton micro. Ah, ah oui, si vous pouvez couper vos micros, merci beaucoup. Vous savez donc voilà à quel point ils sont vraiment impliqués dans les lectures et j'espère en tout cas qu'ils vont avoir beaucoup de questions à vous poser. Et donc j'en profite pour vous dire vraiment, cher jury, c'est un moment privilégié que vous avez là avec Agnès de Sarthe, donc n'hésitez surtout pas, c'est le moment pour poser toutes vos questions. Et puis cette rencontre sera animée par Marie Richeux. Donc, bonjour Marie, merci beaucoup d'être présente également. Marie Richeux, qui est donc productrice de l'émission littéraire Le Book Club, du lundi au vendredi de 15h à 16h sur France Culture. Je voulais vous dire aussi, donc moi, pardon, je me présente, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine et je coordonne ce prix pour France Culture. On a déjà eu l'occasion d'échanger via le Discord ou même directement dans les universités, donc bonjour et enchantée pour les autres. Juste avant de te laisser la parole, Marie, pour débuter cette rencontre, je voulais juste rappeler quelques règles pour le bon fonctionnement. Si vous avez, donc, merci d'abord de couper micro et caméra pour commencer. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'option lever la main qui est en haut dans la barre d'outils Teams et Marie pourra vous donner directement la parole. Donc à ce moment-là, vous pouvez rallumer micro et caméra pour vous exprimer. Et puis, si jamais voilà, vous voulez poser vos questions, mais sans forcément prendre la parole, vous pouvez aussi écrire dans le chat, dans la conversation, écrire vos questions. Et puis, Marie Richeux pourra tout à fait les relayer et les poser directement à Agnès de Sarthe. Vous dire aussi que cette rencontre est enregistrée. Elle sera diffusée par la suite sur notre site France Culture et je vous enverrai toutes les infos, bien sûr, le lien sur le groupe Discord. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai donné toutes les informations. Et puis, sans plus attendre, Marie, je te laisse la parole. Bonne rencontre à toutes et à tous. Merci Marine. Est-ce que tu sais combien on est? J'arrive pas à voir. Alors, pour l'instant, on est 37. Mais je pense que Waouh. ça va arriver encore un petit peu. Merci beaucoup. Je sais, voilà, un samedi Ouais, matin, vous connecter, c'est vraiment c'est super. clair. On est très heureux. J'allais faire mention de ce samedi matin en vous félicitant toutes et tous d'être frais et dispo. Un grand merci à Agnès de Sarthe d'avoir accepté notre invitation. Bah, moi, je suis ravie de parler de ce texte-là. Je le montre. Est-ce que vous voyez avec la caméra? Ah bah non, il rentre dans le flou. Non, voilà, voilà. Le Château des Rentiers, donc c'est le texte que fait paraître Agnès de Sarthe en cette rentrée littéraire aux éditions de l'Olivier en 2023. J'espère que vous l'avez toutes et tous lu, mais peut-être je fais juste voilà, un mini résumé, même si je trouve que l'intérêt de ce livre, c'est précisément qu'il ne se résume pas et qu'il ne se saisit pas d'une seule façon, d'un seul coup et beaucoup trop facilement. Ça fait partie des choses que j'aime dans la littérature et ça fait donc partie des choses que j'ai beaucoup aimé dans Le Château des Rentiers. C'est vraiment un des textes qui m'a le plus marqué dans cette rentrée littéraire. Je l'ai lu assez tôt, je l'ai lu cet été et il m'a longuement habité. Donc, on vit une sorte de traversée du temps non linéaire en compagnie d'une narratrice qui s'appelle Agnès. Il y a plusieurs chemins. On va dire le plus évident, celui qui porterait une trame romanesque la plus évidente, ce serait son projet de construire un lieu, un phalanstère avec ses vieux amis pour les vieux jours. Voilà, ça nous permet de suivre Agnès d'une façon. L'autre façon, c'est l'oreille qu'elle est et la façon dont elle réunit une sorte de cœur de voix relatif à la vieillesse. Ça, c'est notre deuxième façon de suivre Agnès. Ensuite, il y a une possibilité de traverser ce texte en étant marqué par un événement. Peut-être on y reviendra, mais cette femme qui écrit se retrouve dans un festival littéraire et une question lui est adressée par une personne du public et en lieu et place de réponse, c'est à la fois le silence, l'impossibilité de parler et les larmes. Et je pense qu'on peut lire tout le Château des Rentiers en étant comme ça à la suite ou imprégné par cet événement. Il y a aussi un fil très important sur les âges de la vie, le temps qui passe pas, qui revient, voilà. Et puis, il y a un cœur battant qui est un témoignage de la mère de la narratrice, dont le livre et la narratrice s'approchent petit à petit. Est-ce que c'est une possibilité de résumer les choses comme ça, Agnès de Sarthe? C'est parfait. Je vous remercie beaucoup, Marie. Oui, Ça c'est va? très bien. Bon. Oui. Peut-être vous avez entendu
une rencontre qu'on a fait dans le book club en ce début de saison. C'était quelque chose qui était thématique. Donc, on s'est beaucoup concentré sur l'histoire des lieux, puisque ça s'appelait l'esprit des lieux avec Yamina Benhamed Dao. Donc, on a comme entendu une certaine vision du château des Rentiers. Peut-être pour commencer, en attendant que les étudiantes et étudiants aient envie de vous poser des questions, n'hésitez pas dès à présent. Ça m'intéresse de savoir quel chemin vous avez fait avec ce livre, Agnès de Sarthe, depuis qu'il est sorti. Quel genre de conversation vous avez eu? Qu'est-ce qui est apparu? Parce que c'est un peu ça qui s'est passé entre le moment où on se rencontre pour la radio, pour le book club, et le moment où on parle avec les étudiants et les étudiantes. Ben, pour reprendre le titre de l'émission que vous nous aviez consacrée au début de l'année, l'esprit des lieux était très présent parce que j'ai beaucoup voyagé. Et donc, j'ai été dans des festivals, dans des librairies, dans des lycées, dans des universités, dans des médiathèques. Et à chaque fois, heureusement, c'est pas mal d'avoir un livre avec plusieurs pistes parce que sinon, au bout d'un moment, on a l'impression d'être sa propre marionnette et de répéter toujours la même chose de manière robotique, alors que là, les pistes sont si nombreuses que les rencontres sont inattendues. Ça dépend de l'atmosphère, ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi de l'âge des auditeurs. Le fait, là, par exemple, d'être sélectionné dans 2 prix, un des lycéens et un des étudiants. Je sais qu'il y avait un lycéen qui m'a demandé à un moment, mais avec l'air assez anxieux, mais à quel âge on devient vieux? Et ben ça, c'est une question que les gens qui le sont déjà ne posent pas. Mais c'est une question très intéressante. C'est une question très intéressante, en effet. Est-ce que la thématique de l'écriture qui affleure et que j'ai peut-être un tout petit peu moins présentée en vous proposant un résumé du Château des Rentiers est abordée dans les rencontres? Parce que c'est une femme qui écrit, c'est une femme qui se pose la question des mots, de la résonance des mots et du rôle des mots dans sa vie. Est-ce que vous en avez parlé? Oui, on en a parlé. C'est la chose qui est la moins abordée à l'écriture d'une manière générale, hein, quel que soit le livre. Les journalistes ou lors des rencontres ou le public, l'écriture, c'est pas bizarrement. Alors pour moi, c'est au cœur, mais peut-être parce que c'est trop évident. On n'en parle pas tellement. Et là, peut-être comme le livre est très hybride, fabriqué, tressé à partir de multiples matériaux, comme vous l'avez si bien remarqué au début de notre échange, ça exhibe quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a eu des questions sur la construction, il y a eu des questions sur l'oralité dans les témoignages, par exemple, ou le dialogue, parce qu'il y a aussi un dialogue de la narratrice avec son alter ego. Donc là, il y a eu des questions qui étaient posées, qui étaient des questions peut-être d'ordre formel. Et puis aussi, il y a certaines rencontres avec, par exemple, les lycéens ou les étudiants, comme parfois j'arrive à un moment, ils n'ont pas lu le livre. Donc il y a des questions très générales. Et moi, j'aime beaucoup ça sur le métier, parce que comme ça, on parle du métier. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. Oui, mais alors je vais en profiter parce que je trouve qu'à la fois, c'est un livre dont on peut questionner la structure. Est-ce que vous voulez bien, comme si on était dans une salle de concert, là, par cliquetis, en levant la main, me dire qui a lu le livre sur les personnes qui sont en présence? Vous voyez ce que je propose? Ouais, voilà, j'en vois Ah un. oui, on voit des petites mains qui se lèvent. Voilà. C'est drôle. Ouais, super. J'adore. Ah, j'adore. Ok, trop mignon. Extrêmement C'est mignon. joli. Ouais. Ok, donc vous avez plutôt assez majoritairement lu le livre. Très bien. Ouais. Bon, parce que moi, vous pouvez donc baisser, comme ça je me recalerai tout à l'heure pour vous donner la parole. Prenez-la encore une fois quand vous voulez. Je ne l'ai pas achevé, mais je l'ai commandé. Bah, c'est déjà une première. C'est une première étape. Voilà, exactement.
Non, moi, ce qui m'intéresse en termes d'écriture, c'est qu'à la fois, donc, il y a évidemment tout un sujet de la construction du texte, la manière dont les choses sont tissées, avancent, mais aussi, j'ai été très touchée par le fait que vous mettez en scène une femme qui écrit et qui a affaire avec le langage, qui se pose des questions sur le langage, à commencer par le château des Rentiers, donc ce lieu des ancêtres, jusqu'à le nom que vous portez. J'imagine qu'il y a quelque chose de votre propre rapport au mot qui se devine là. Comment est-ce que vous en parleriez? Si vous deviez dire, voilà, moi j'ai ça comme rapport au mot, ce serait quoi? Quelle question! Alors, c'est une très belle question. Je dis pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu le livre que le titre, effectivement, est très important. Le titre, c'est le nom de la rue où habitaient mes grands-parents maternels. Ils habitaient rue du Château des Rentiers. C'est la seule rue dans toute la France qui porte ce nom énigmatique et pour lequel, bien sûr, fidèle à ma méthode de ne jamais faire de recherche et de tout inventer, je n'ai pas essayé de savoir. Je n'ai pas essayé de connaître sa provenance. Je ne sais pas pourquoi cette rue s'appelle comme ça. Donc, ça pourrait être l'objet d'une enquête secondaire. Mais ce qui m'a frappée en écrivant ces mots, et c'est vraiment au moment de les écrire, parce que je les ai entendus toute mon enfance et je les ai écrits sur des enveloppes, etc. Mais c'est au moment de les écrire pour le livre qu'ils m'ont frappée en tant que mots et pas juste en tant que son, en les voyant écrits. Et là, je me suis dit, tiens, mes grands-parents habitaient dans un château. Alors que vraiment, ils avaient tout, ils avaient l'air de tout et rien, mais enfin certainement pas de châtelain. Et surtout, c'était un château qui était habité par des rentiers. Et rentiers, ils ne le furent jamais. Et il n'y avait aucune possibilité qu'ils le soient, puisque c'était des gens exilés et qui étaient issus de familles assez pauvres, donc une double raison de ne pas être rentier. Et donc, il y avait cette... alors, ça dit quelque chose de mon rapport aux mots, qui est que je les prends très au sérieux. Donc, quand je vois ces mots, château, rentier, je me dis pas juste, bon, passons, ok, c'est juste le nom d'une rue. Non. Tout à coup, ils deviennent incontournables, ils se dressent comme des obstacles, comme des énigmes sur mon passage, et l'écriture a pour but de euh, de les contourner ou de les escalader ou de les comprendre ou de les pénétrer. Et, euh, et dans la... Alors, est-ce que ça vient je me demande souvent d'où il vient ce rapport au mot. Il y a plein de... moi, j'ai toujours eu l'impression que les personnes qui écrivaient, c'était parce qu'ils avaient euh, un trouble du langage. Euh, ça, ça a longtemps été ma conviction et je crois que ça l'est toujours, c'est-à-dire que la volonté d'écrire naît d'un trouble du langage. Alors le trouble du langage, il peut prendre toutes sortes de formes. Moi, à une époque, je me disais qu'il fallait que je consulte absolument parce que je me trouvais incapable de parler. Je me trouve encore incapable de parler, même si je suis en train de le faire, face à un écran tout noir avec juste des lettres, en imaginant les visages de 50 personnes. Euh, mais et donc, il y a ce rapport qui est un rapport un peu énigmatique, où je ne suis jamais sûre du sens des mots. Je suis aussi traductrice et, et je me rends bien compte, en étant traductrice, que je passe mon temps à vérifier le sens des mots, que ce soit en anglais ou en français. Euh, et peut-être que ça, c'est la marque d'une arrivée tardive dans la langue française, tardive du point de vue de la généalogie. Quand j'entends Virginia Woolf parler de son rapport à la langue anglaise, on voit qu'elle tient la main de Shakespeare, que ces quelques siècles qui les séparent, en fait, comme il y a toute une chaîne de mains de ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, etc., elle retrouve très facilement cet anglais-là. Et moi, j'ai jamais eu ce rapport à la langue française, un rapport de longue date, un rapport d'ancienneté. Donc j'ai toujours l'impression de débarquer dans la langue. Et autre chose, et ensuite je me tairai car ça suffit de parler comme ça longtemps, euh, c'est que vous soulignez à plusieurs reprises, Marie, que c'est une femme écrivain, une femme qui écrit, qui se pose des questions. Et je crois qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de l'étrangeté de ce que c'est que d'être une femme et d'écrire. Pourtant, maintenant, on,
on parle, il y a beaucoup de femmes qui écrivent, et il y a même des années où la presse s'est inquiétée en disant: «Oh là là, il y a tellement de livres de femmes, qu'est-ce qui se passe? C'est un véritable tsunami». Mais bon, il y a des centaines d'années de livres écrits par des hommes, ce qui est merveilleux. Enfin, moi, j'en ai lu avec un immense bonheur et je continuerai d'en lire toujours. Pour moi, c'est pas je ne classe pas je ne classe pas les livres par genre, pas ce genre-là en tout cas. Mais il y a il demeure une insécurité. Il y a quelque chose qui... Et je me souviens que lors d'une rencontre avec des lecteurs, justement, comme j'avais écrit un livre dans lequel le personnage principal était un homme, il y avait une femme dans le public qui m'avait demandé si j'avais un fact-checker pour mon personnage d'homme. Donc si par exemple, je sais pas, si je faisais une scène où le gars il se rasait le matin, ben, je demandais à un copain ou un spécialiste, donc on utilise encore de la mousse à raser, ou alors si tu mets de la mousse à raser avec un rasoir électrique, ça ne marche pas. Je veux dire des trucs comme ça, quoi. Et je lui avais dit, enfin j'avais été très étonnée par sa question et déroutée aussi parce que je me disais, il me semblait qu'on poserait jamais cette question à un homme, qu'on demanderait jamais à Tolstoï. Alors c'est peut-être parce que c'est un grand écrivain. Et pour Anna Karénine, vous avez demandé à une copine. Et, euh, et donc je lui avais répondu par l'humour parce que je savais pas comment m'en sortir et j'avais dit que j'avais la chance d'écrire beaucoup de livres pour enfants, donc j'avais pris l'habitude d'avoir des fact-checkers, donc j'avais un ami cochon à qui je demandais comment ça se passe, un ami nounours, vu que j'utilise des personnages qui sont pas humains, et ça avait été très très mal pris. Et voilà, mais je pense que ça Alors que ça, témoignait. alors que ça raconte plutôt ça raconte plutôt tout ce que vous développez d'un rapport à l'imaginaire, que la langue, c'est un transport dans le temps, dans l'espace, dans les genres, dans l'animalité s'il le faut. Mm. Enfin, je trouve très très beau ce que vous racontez de toujours avoir l'impression de débarquer dans la langue. Je crois jamais pensé à cette idée que d'être neuf par l'exil, par l'histoire de l'exil, pouvait modifier en effet pas seulement la maîtrise qu'on peut avoir d'une langue, mais aussi la profondeur de champ dans le passé, Mm. dans le corps, presque dans les gènes d'une langue qui n'était pas parlée par celles et ceux qui nous ont précédés. Peut-être je voudrais euh, passer d'un endroit où les mots sont là, questionnés, manipulés par cette femme, à un moment où les mots ne sont pas là et les mots lui manquent. Euh, Vous racontez donc cette femme Agnès qu'on suit dans ses divers projets. C'est une forme de cheminement. Je disais qu'il n'était pas linéaire ni chronologique, mais on va quand même la suivre. Elle est en mouvement. Il y a quelque chose qui s'arrête un jour lors d'un festival littéraire. Est-ce que vous pouvez reprendre ce moment-là que vous portez en roman? Ben oui. Alors, je peux, euh, je peux re-raconter l'histoire, même si toutes les personnes qui ont lu le livre la connaissent, mais parfois, c'est pas cette anecdote-là qui aura retenu l'attention. Alors, allons-y. Euh, donc, c'était au Festival d'Édimbourg, très, très beau festival littéraire en Écosse. Et j'étais en conversation avec un écrivain merveilleux qui s'appelle Jens Christian Grandal. Et on avait un médiateur entre nous deux. Et la discussion a commencé. C'était sur un livre que j'ai écrit il y a bien longtemps. C'était, je crois, mon troisième livre qui s'appelait 5 photos de ma femme. Et le personnage principal était un monsieur qui s'appelait Max, qui avait 82 ans. Et donc je parlais, on me posait des questions sur ce personnage, sur sa vie, sur sa jeunesse pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes choses qui étaient contenues dans le roman. Et au premier rang, il y avait une dame âgée avec des petits cheveux blancs tout courts et puis de grandes, grandes lunettes derrière lesquelles on ne voyait pas ses yeux, qui hochait beaucoup la tête. Alors je me disais, ah, ça a l'air de l'intéresser, j'étais contente. Et puis à la fin, bah, le médiateur a donné la parole au public et elle a pris la parole et elle a bondi hors de sa chaise avec plus de force que je pouvais imaginer dans un corps qui avait l'air très fragile. Et elle s'est mise à m'insulter en écossais de manière assez violente, de disant que j'avais pas le droit d'écrire ça, que j'y connaissais rien, que je savais pas ce que c'était que la vieillesse, encore moins la guerre, et que j'étais une usurpatrice, et que je devrais pas, j'avais pas le droit de faire ce que je faisais.
Et alors que mentalement, j'étais tout à fait prête à répondre et même très intéressée par sa question, une question qui d'ailleurs se pose de manière encore plus aiguë d'une certaine manière maintenant. C'est drôle parce que cette histoire, elle n'a pas fini de, de me hanter, parce que la question qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire, elle est au cœur de tas de débats en ce moment, avec les problématiques d'appropriation culturelle. Mais c'est une autre histoire, donc je reviens à la mienne. Donc j'avais pas le droit d'écrire, j'avais pas le droit de faire ce que je faisais, et donc tout en ayant mentalement les armes pour répondre, au moment où j'ai ouvert la bouche, au lieu de mots, c'est un horrible cri qui est sorti de ma bouche, et un cri que je n'avais jamais entendu, à part dans la gorge des vaches quand on leur arrache leur veau, mais sinon, en tout cas venant de moi, jamais, ni même d'un autre humain. Donc j'étais stupéfiée, puis j'avais des larmes irrépressibles aussi qui coulaient. Et j'ai été la première étonnée de cette réaction parce que j'étais intérieurement très calme. Et donc, j'étais complètement dissociée. Et aussi, j'ai pas tendance à faire des esclandres ou des drames. Donc, j'étais gênée. Je me disais, oh là là, tu te donnes en représentation, c'est honteux. Et puis, j'étais très embarrassée pour l'autre écrivain aussi. Mais bon, je me suis calmée et j'ai cru que j'allais réussir à me calmer. Mais en fait, je me suis pas, ça ne marchait pas. À chaque fois qu'on me redonnait la parole, je faisais cet horrible bruit et je pleurais ces terribles larmes. Et ça a duré comme ça jusqu'à après la rencontre, jusqu'aux dédicaces. Et je n'ai été sauvée que par l'intervention d'un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit que, que ça allait passer, qu'il allait m'emmener, qu'il me parlerait, que j'aurais pas besoin de parler. Donc, comme je n'ouvrais pas la bouche, je ne faisais pas le bruit. Et le bruit, cet horrible cri, m'a quittée. Et donc voilà l'histoire. Et c'est une histoire dont je dis dans le livre que plus je la raconte, plus ça apaise, et plus je la raconte, plus ça fait mal. C'est un drôle de, c'est un drôle d'effet. Oh, est-ce qu'on a été coupé? J'ai l'impression que je n'entends plus personne. J'aimerais bien, je ne sais pas si vous Ah, m'entendez. là je vous entends, je vous entendais Ouais. plus. J'aimerais bien que vous toutes et tous qui nous écoutez, qui êtes avec nous, vous me partagiez l'impression de lecture que vous a fait cette scène. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour moi, on pouvait traverser ce texte en étant exactement dans le même état que vient de décrire Agnès de Sarthe, c'est-à-dire tout à la fois, je ne sais pas comment dire, apaisé par le récit de cet événement et endoloré, je ne sais pas si ce mot existe, par ce, voilà, toujours plus proche de la douleur, en fait, dans le récit de cet événement. Je voudrais savoir quelle place, pour vous, il occupe dans ce roman. Qui est-ce qui a envie d'en parler? Par petite main levée. Je ne vois pas de petite main. Non. C'est pas facile. Est-ce que vous voulez dire quelques mots peut-être sur le côté? Ah, Thomas. Thomas. Bravo Thomas. Est-ce que je te laisse mettre ta caméra ou est-ce que tu veux écrire sur le côté? Vas-y, peut-être allume ta caméra. Ouais, voilà. Je ferme mon micro. Oui, moi je voulais déjà bonjour tout le monde. Je voulais juste dire que je me retrouvais un peu dans cette idée de plus on en parle, plus ça fait du bien, et en même temps plus ça fait mal. Parce que je sais pas, j'ai l'impression aussi d'avoir ce besoin de raconter des moments terribles et d'essayer d'en rire. Et je me demandais si vous en riez un petit peu ou pas du tout. Si j'en ris? Oui, quand vous le racontez. Enfin, peut-être pas dans le livre, mais si vous avez aussi besoin de le prendre à la rigolade ou pas tellement. Alors, moi je ris d'absolument tout. C'est presque un problème dans ma vie parce que des gens qui n'ont pas cette pratique peuvent penser que je me moque, y compris de choses très graves. Alors, je me moque de moi-même en premier, ça c'est la première chose que je fais et je me moque beaucoup de moi dans ce livre. Mais quand je raconte cette histoire, bien sûr, je fais rire les gens parce que j'imite tout, je m'imite moi en train de faire l'horrible bruit, je fais des grimaces, j'imite la vieille écossaise avec son accent. Et le principe, justement, c'est de déclencher le rire chez l'autre
et d'en faire une farce. Et ça, c'est toujours ma tendance. C'est une tendance que j'ai dans la vie, mais c'est aussi une tendance que j'ai quand j'écris. Euh, alors, c'est à double tranchant, je dirais, parce que il y a toujours un risque. Alors, outre le risque que les gens pensent que vous vous moquez, il y a le risque aussi qu'on ne prenne pas au sérieux votre propos. Et parfois, vous voulez vraiment dire quelque chose. Mais c'est comme une forme de politesse de le dire en faisant rire pour que ce ne soit pas trop pénible à encaisser. Alors, c'est un risque qu'on prend que le propos ne passe pas. Mais j'ai l'impression que certains propos, si on n'essaye pas de les faire passer comme ça, ils passent pas du tout, et c'est sûr, et c'est certain qu'on ne transmet rien. Donc, je suis prête à prendre ce risque-là, mais, euh, mais je découvre avec le temps, et c'est vraiment une découverte parce que pour moi, j'ai grandi en pensant que l'humour était la chose au monde la mieux partagée, comme aurait dit Descartes. Mais non, pour certaines personnes, c'est fâcheux. Il y a un jour une libraire dont j'ai su qu'elle essayait de me joindre désespérément. Elle voulait absolument me poser une question très importante. Elle y tenait, etc. Mais elle ne m'appelait pas. Et puis il y a des gens arrivés en disant: Ah, tu sais qu'il y a une libraire qui essaye de te joindre, elle m'a demandé ton numéro. Ah oui, il y a une libraire qui essaye de vous joindre, elle m'a demandé votre mail. Et je me dis: Oh là là, ça doit être très important. Donc je finis par, moi, me procurer ses coordonnées et je lui dis: Bonjour, voilà, il paraît que vous voulez me poser une question. Elle me dit: Ah oui, bah, c'est gentil de m'appeler. Oui, voilà, si je voulais vous demander pourquoi il y a de l'humour dans vos livres. Et là, j'ai eu le réflexe de lui répondre par une question et je lui ai dit: Ça vous gêne? Et elle me dit: Oui, beaucoup. Et je m'attendais tellement pas à ça. C'est comme si on me disait que, je sais pas, qu'il y avait un bon goût dans un dîner, un plat, et qu'on disait: Oui, ce goût-là, c'est très bon, mais je préférais que ça ait pas de goût. Je préférais que ce soit un peu plus fade. Donc j'étais très étonnée. Mais c'était important en même temps parce que ça m'a appris que que ça pouvait être périlleux. Alors ça ne m'empêche pas de le faire, je continue de le faire et je continue d'avoir en particulier un humour noir, mais presque insupportable. Alors pas dans les livres, je fais attention, je fais un petit peu attention dans les livres, mais dans la vie, je ne donne pas d'exemple, je préfère ne rien dire. Mais merci pour cette question, Thomas. Thomas, le lien que vous faisiez, pardon, je t'ai tutoyé, que vous faisiez entre cette scène-là et la question de l'humour, est-ce que vous en faites d'autres lectures? Est-ce qu'il y a des membres du jury qui sont là avec nous et qui ont d'autres choses à dire sur cette scène où les mots manquent à Agnès et où, à la place des mots, il y a ce cri? Non, il y a quelqu'un qui déménage sa maison plutôt que d'analyser cette scène. Ah non, c'est chez moi que ça déménage, s'il y a des Chez vous. bruits. Oui, il y a toujours des bruits chez moi. Alors moi, je vais vous dire peut-être le fil que je tends très directement avec l'impossibilité, dans un premier temps, que la narratrice Agnès d'écouter ou de voir le témoignage que sa mère donne à la Fondation Spielberg. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se fait écho entre les sanglots qui surviennent dans un premier temps sans compréhension, et puis ce qu'on va découvrir quelques pages plus tard, de l'histoire de sa mère, de l'histoire de la Shoah, de la façon dont il lui faut entendre des mots, ou d'un seul coup, il est possible pour elle d'entendre des mots. Agnès de Sarthe, est-ce qu'il y a eu pour vous un lien direct, ou est-ce que c'est moi qui le recompose par la lecture? Eh bien, ma chère Marie Richeux, vous faites des actes thérapeutiques par Zoom interposé, c'est remarquable. Je n'avais jamais. C'est interdit normalement. Ça peut vous paraître étonnant. Moi, ça ne m'étonne pas, mais je n'ai jamais fait ce lien. Ça Ah ne veut pas ouais? dire que. Oui, c'est étonnant, hein. Et alors, je vous dis pourquoi ça ne m'étonne pas, c'est parce que euh, une des choses qui me permet, je crois, d'écrire ce que j'écris, c'est de n'être au courant de rien de ce qui se passe dans ma tête. C'est-à-dire de demeurer pour moi d'une opacité totale. Donc, je ne comprends rien à comment je fonctionne. Et cette espèce de candeur me permet d'écrire
d'écrire des choses qui, à mon avis, grâce à cette candeur, demeurent partageables, parce qu'elles peuvent, d'autres peuvent s'y reconnaître, parce qu'elles ne sont pas trop... Digérer. Oui, elles sont suffisamment brutes pour qu'elles puissent être assimilées par d'autres personnes. Et donc, ce lien que vous faites, je comprends pourquoi vous le faites, puisqu'en plus, il était question dans cet échange avec cette femme sorcière de la Seconde Guerre mondiale. Elle me disait, vous me parlez de ce que vous ne connaissez pas, et tout mon corps disait, je crois que c'est ça que vous voulez dire, et tout Je mon corps connais, disait, bien sûr que je connais, je suis le bien produit sûr, de cette histoire. exactement. Et je trouve, Ouais. je m'arrête juste sur justement encore des mots. Je vais prendre la question de Jade dans un instant, mais je crois que ce n'est pas la première fois que je vous entends décrire le cri que vous poussez lors de cette rencontre comme une vache à qui on arrache son veau. Et ce qui est le plus important, ce n'est pas tellement les animaux, je trouve, dans cette métaphore. Et C'est l'enfant. ouais, c'est l'arrachement, vraiment Ouais. quelque chose, l'arrachement de la douleur ultime, de quelque chose de... Voilà, et puis malheureusement, ça convoque des images d'arrachement atroces qui sont liées avec cette période-là. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui, de l'impossibilité à dire dans cette rencontre littéraire, à la possibilité d'entendre et d'approcher ce contenu, ce récit, ce témoignage. Je reprends la question de Jade dans ma voix. Oui, je la vois, oui. Ouais. Est-ce que pour maintenir cette candeur, vous ne faites aucune recherche ou aucune interview? Alors, donc je voudrais d'abord revenir sur ce que vous dites, Marie Richeux, c'est absolument clair. Enfin, je crois que vous avez complètement raison et ça m'amuse vraiment d'être, même a posteriori, même après avoir terminé le livre d'une naïveté pareille, moi je pensais que c'était quelque chose qui était lié à l'écriture, à l'imposture qu'on ressent. Ça ne l'exclut pas d'ailleurs. Quand on écrit, non, ça ne l'exclut pas. Qui vous êtes pour écrire? Qu'est-ce qui vous prend d'écrire? Qu'est-ce que vous croyez? Vous savez rien. Et ça, c'est quelque chose qui est partagé. Ce trouble ou cette fragilité, elle est partagée par tous les écrivains, donc je crois. Donc c'est très possible que ça ait joué, mais moi je ne voyais que ça, vous voyez. Et alors que maintenant que vous en avez parlé, je ne peux plus rien voir d'autre. Cette vérité m'aveugle. Alors, donc Jade me demande, merci Jade de poser cette question, est-ce pour maintenir cette candeur que vous ne faites aucune recherche ni interview? Donc, effectivement, ça c'est une méthode, et ça paraît bizarre comme nom, mais méthode pour quelque chose qui peut sous un certain angle, ressembler plus à de la paresse, c'est-à-dire ne pas faire de recherche et ne pas mener d'entretien quand on fait un livre qui a certaines visées documentaires, comme c'est le cas de celui-ci. Mais ce n'est pas la première fois que je ne fais pas de recherche. Quand j'avais écrit Ce cœur changeant qui se passait comme je l'ai dit à des étudiants au cours des rencontres, c'était un livre qui se passait entre 1880 et 1920, une époque que je n'ai pas vécue. Et même pour ça, j'avais fait aucune recherche dans un premier temps. J'avais écrit les choses en les imaginant et je les avais vérifiées ensuite. Et pourquoi je tiens à maintenir la candeur, alors que ce soit pour des choses aussi profondes et personnelles que celles que vient de mettre au jour Marie, ou pour des choses plus techniques comme des questions historiques, c'est parce que j'ai l'impression que disons que c'est par respect et amour pour la littérature. Il me semble que c'est comme ça que la littérature avance, les yeux bandés. Comme dans un jeu de Colin Maillard à tâtons, sans rien savoir, sans rien connaître. Moins on sait, moins on connaît, plus on invente. Et plus on invente, plus c'est l'imagination qui fonctionne. Et pour moi, l'imagination est et l'imagination, encore une fois, c'est pas un contenu. C'est plutôt c'est plutôt un geste ou comme un muscle. Mais c'est ça qui fonctionne pour moi dans la littérature. Et pourquoi c'est si précieux? C'est parce que c'est pour moi ce qui fait que la littérature se distingue, se distingue du compte-rendu.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir, bien sûr, il peut y avoir, à l'intérieur de la littérature, il y a quelque chose de l'ordre du compte-rendu. Mais ça ne se limite pas à ça. Pour moi, il y a un moment où l'élaboration, où la sublimation fait qu'on passe à autre chose. Il y a ce mélange de compte-rendu, au sens où le réel entre dans le livre, mais il est transformé. Et c'est ce moment de transformation, pour moi, qui fait la spécificité de la littérature. Et peut-être parce que parce que c'est ça qui, moi, m'intéresse en tant que lectrice, et ça qui me fascine en tant que lectrice, que je veux... Oui, c'est parce que ça me fascine que je veux le préserver, et le préserver chez moi en tant qu'écrivain. Donc j'essaye de garder, de conserver cette candeur, oui. Ce qui apparaît, je ne sais pas si les étudiantes et étudiants qui nous accompagnent ont ce passage en tête, mais ce qui apparaît très proche dans le moment de l'évocation du plan, c'est-à-dire en avoir un, mais il est dans la poche, on ne le regarde pas. Donc, c'est aussi tout un rapport à avancer un peu les yeux bandés, mais avancer quand même. Il y a vraiment quelque chose du mouvement qui n'a pas forcément à voir avec une clarté du savoir, une conscience absolue de ce qu'on fabrique. Il y a une forme d'absence à elle, mais finalement, c'est pour ça que moi, j'aime aussi ce roman en tant qu'il raconte une femme qui écrit, c'est qu'il me semble qu'elle raconte aussi comment elle écrit tout au long du livre, elle raconte comment elle avance, comment elle écrit, et je trouve que ça en fait vraiment un des aspects les plus savoureux. Il va falloir prendre la parole, les amis. Il est 11h37. Voilà, il y a Elliot, il y a Thomas, c'est super. Ouais, il faut y aller parce que... Marie, est-ce que c'est possible, parce que je crois que c'est pas juste un problème pour moi, mais on voit plus du tout aux caméras. Est-ce que vous pouvez juste peut-être fermer la caméra et la rallumer pour voir s'il y a autre chose qu'un écran noir pour tout le monde? Ah ok, moi je suis complètement à l'image, mais je vois fais. Rien non plus. Et sinon, j'ai vu qu'il y avait Thomas et Elliot. Donc, j'active, je désactive et je réactive. Voilà, ça a fait quelque chose pour vous? Alors, pour moi, non. Bon, écoutez. Bon, voilà, c'était juste au cas où, mais sinon, on continue la rencontre. Et puis, ouais, ça, ouais. Moi, j'ai éteint. Je vois ma tête, ce qui n'est pas le truc le plus agréable. On adorerait voir votre tête aussi, Marie. Ouais. Désolée, écoutez, moi, je la vois, je peux vous dire. Alors, j'ai vu. En attendant, on continue? Qu'est-ce que je vous propose qu'on continue? Du coup, il y avait Elliot qui levait la main. Est-ce que vous voulez mettre votre caméra, Elliot? Oui, et votre micro? Oui, alors je m'excuse, je ne vais pas mettre ma caméra parce que mon wifi est très instable. Aucun problème. Du coup. Aucun problème. Vous parlez bien distinctement, en revanche, parce que moi, je ne vous entends pas très bien. D'accord. Super. Donc, déjà, merci beaucoup, Tasta. Moi, je suis étudiante en anglais et vous avez parlé de votre rapport à la langue française, le manque de génération avant vous. Et je me demandais si votre rapport à la langue anglaise était différent, comment vous êtes venu à certains, ce genre de choses. D'accord. Merci. J'espère que j'ai tout bien entendu. Donc, le rapport au français, et maintenant, vous me posez une question sur le rapport à l'anglais. Le rapport à l'anglais a été, je crois, très thérapeutique pour moi, parce que c'était une langue qui n'était pas marquée par des affects, en tout cas pas des affects douloureux, au sens où c'était pas... Le français, c'était la langue par défaut pour toute la famille qui me précédait. C'est-à-dire, c'était la langue de personne, c'était la langue du sol, mais c'était pas... toutes les choses importantes se disaient dans une langue étrangère. Et donc, le français était comme la langue officielle de notre maison, mais elle me semblait entachée par cette fonction. Alors que l'anglais, c'était comme si on repartait de zéro, c'était neutre, on l'apprenait, c'était clair la relation qu'on avait à l'anglais. On ne connaît pas, on commence, on découvre des nouveaux mots, on découvre une syntaxe, et petit à petit, on s'approprie la langue et on comprend ce qui se passe. C'est comme s'il y avait une transparence. Bon, alors ça, c'est une version de l'histoire. Une autre version de l'histoire, on pourrait aussi dire que l'anglais, c'était la langue que mes parents utilisaient pour parler entre eux,
en s'assurant que les enfants ne comprenaient pas. C'est une très très bonne motivation pour apprendre une langue étrangère, c'est-à-dire que très vite, moi j'ai compris l'anglais parce que je voulais savoir ce que mes parents disaient dans notre dos. Mais là encore, c'était pas un affect douloureux où il n'y avait pas un poids de l'histoire lié à ça. Donc l'appropriation du français, d'une certaine façon, pour moi, elle s'est faite par un détour par l'anglais et aussi par la littérature anglophone, parce que la littérature française, pour moi, était très menaçante. En particulier les classiques français, je n'ai pu les lire qu'à partir de l'âge de 17 ans. Avant, c'était très difficile. Et mon apprentissage de la littérature, il s'est fait par la littérature anglo-saxonne, américaine ou anglaise, avec laquelle, de la même manière, je n'éprouvais pas les tensions que j'éprouvais avec la littérature française. Donc voilà, je dirais que l'anglais a eu le rôle de déviation heureuse. Merci, Elliot. Il y a Thomas aussi qui vous adresse une nouvelle question. Oui. Oui, comme Elliot, je vais poser une question en lien avec mes études, parce que j'étudie la traduction. Et la narratrice est traductrice, vous êtes traductrice aussi. Et j'ai rencontré Madame Brigitte Giraud le mois dernier, qui est aussi traductrice. Et je me demandais ce que ça amenait dans votre écriture, la traduction. Surtout quand vous dites que vous écrivez un petit peu sans réfléchir, alors que la traduction, c'est presque l'inverse. Ça ne doit pas être les yeux bandés du tout. Donc voilà, je me demandais un peu comment vous approchez ça. Ouais. Alors, quand je dis que j'écris les yeux bandés pour ce qui est de ce que je raconte, mais pas de la forme que j'utilise, sur laquelle je travaille beaucoup. La traduction a un rôle très grand dans mon travail. C'est déjà le rôle le plus simple, le plus évident qu'on peut pointer, c'est celui qui a à voir avec le vocabulaire passif et le vocabulaire actif. On a tous un vocabulaire passif qui est bien plus large que notre vocabulaire actif. Donc, et c'est dommage. Et pour moi, le lexique, ça a une grande importance dans l'écriture et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Le mot vocabulaire, même, c'est un peu... j'ai appris une liste de vocabulaire. Je sais pas, ça fait superficiel, ça fait artificiel. Et en fait, pour moi, c'est le fond il y a quand même le fond des choses, c'est là aussi. Et donc, il y a le fait que si vous traduisez, à chaque fois que vous traduisez, vous allez rendre visite au vocabulaire actif d'une autre personne, qui parfois recoupe le vôtre, mais bien souvent ne le recoupe pas. Donc, vous allez augmenter votre vocabulaire actif, puisque ça va passer par votre corps. Vous allez utiliser des mots que vous connaissez, mais que vous n'auriez pas utilisés spontanément. Et le fait de les manier, qui sont à la fois au bout de vos doigts, dans votre cerveau, au moment où vous traduisez, ça crée une connexion qui fait qu'après, ils vont pas forcément être disponibles tout de suite, mais ils vont peut-être être disponibles après. Et c'est la même chose pour les tournures. On a aussi une syntaxe passive et une syntaxe active. On utilise toujours les mêmes façons de parler et d'écrire. Et le fait puisque moi, quand je traduis, bien sûr, je m'absente complètement en tant qu'auteur. Je suis au service de la personne que je traduis, donc je n'essaye jamais de faire à ma façon. C'est toujours à la façon d'eux. Et c'est ça qui me plaît. Donc en faisant à la façon d'eux, je perds ma façon à moi et j'expérimente la façon de quelqu'un d'autre, ce qui fait que ça élargit mes possibilités. Donc c'est très précieux pour ça aussi. Et là où ça se rapproche, c'est que dans la traduction, j'appelle ça, il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle Comment j'ai appris à lire, dans lequel toute la dernière partie est sur la traduction. Et il y a un chapitre, je crois, qui s'appelle Vacances du mois, un mois de vacances. Et vacances du mois, MOI, au sens où quand on traduit, ego n'est pas là. Et c'est un soulagement extraordinaire de ne pas être encombré, quand j'ai toujours trouvé que ego était incroyablement encombrant. Donc on est débarrassé. Et pareillement, faire l'expérience de commencer à écrire, au sens même la position, hein, même le stylo dans la main, le cahier devant soi, ou l'ordinateur et les doigts, et
d'avoir fait tous ces gestes en congédiant ego, il y a des moments où on arrive à le refaire dans l'écriture. Et pour moi, l'ego, il est autant l'ennemi de la traduction que l'ami ennemi de l'écriture. Il faut le manier avec beaucoup de défiance et d'affection quand même. Donc, le fait de pouvoir le mettre un petit peu à distance avec cette expérience de la traduction, c'est un grand apport aussi pour l'écriture de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je trouve ça très, très beau tout ce que vous racontez sur la vacance du moi et l'ennemi ami. Aubin, qui est avec nous aussi, pose Oui. une question. Et je lis sa question. J'ai été particulièrement touchée par les chapitres recensant les témoignages de personnes plus ou moins âgées, mais parlant toutes de la vieillesse. Je me demandais comment vous aviez eu l'idée d'insérer ces témoignages dans le récit et s'ils étaient inspirés de personnes réelles. Merci. Ok, merci Aubin. Merci Marie de vous faire le relais. Alors, il y a plein de réponses. J'adore. Je voudrais faire ça tous les jours, lire des questions des autres. Il y a peut-être une émission qui est en train de naître là. Voilà. On vous écoute, pardon. Oui, je vous en prie. Alors, les questions ont été... Je mets en scène le fait que je me promène avec un enregistreur, ce que je dis aux gens, etc. En fait, c'est une mise en scène. Ça, c'est de la fiction. Il y a beaucoup de fiction dans ce livre. Parfois, même les choses qui ont l'air les plus réelles, c'est là où il y a le plus de fiction. C'est un jeu que je fais. C'est un jeu littéraire. Et donc, je vais commencer par répondre au début de votre question. Pourquoi j'ai inséré ces témoignages? Alors, c'était suite à l'histoire de la sorcière d'Édimbourg qui a, grâce à notre rencontre de ce matin, pris un sens entièrement nouveau pour moi. Mais puisqu'elle me disait, vous n'avez pas le droit de parler de ce que vous ne connaissez pas, et que j'écris cette histoire dans un livre où je parle de la vieillesse, donc je suis rattrapée par la question, mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu recommences. Une fois de plus, tu écris sur ce que tu ne connais pas. Et d'ailleurs, sachez que je me suis fait gronder par un ami qui a 78 ans et qui m'a écrit un message après avoir lu le livre en disant « Franchement, tu ferais mieux de fermer ta bouche, tu t'y es pas encore. Moi, je suis vieux, toi non. » Et il était un petit peu fâché. Et bon, je pense qu'il va rester fâché 5 minutes, mais il y a cette question. Qui a le droit de parler de quoi? Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire intervenir... c'est là que je me suis dit, je vais faire intervenir des personnes qui ont traversé ce moment ou des personnes plus jeunes, mais qui ont aidé d'autres personnes à traverser ce moment. Et alors, je n'ai pas procédé comme l'aurait fait un journaliste ou un documentariste. En fait, c'est un mélange. Il y a des choses qui m'avaient été dites, qui m'avaient été confiées avant, sans lien avec le livre, dans des conversations amicales, lors de promenades, lors de soirées, de coups de fil. Et puis, une des choses qui caractérise l'écrivain, pour moi, c'est le fait qu'un écrivain garde son micro toujours ouvert. Donc, j'enregistre des tas de choses et qui vont directement dans une banque de données à laquelle je n'ai pas vraiment accès, parce que je n'ai pas une grande mémoire. Mais ces choses, ces documents sonores engrangés par milliers, ils sont sollicités au moment de l'écriture et ils reviennent à la surface. Donc, je me mets à me souvenir de choses qu'on m'a racontées. Donc, il y a plusieurs témoignages là qui sont des témoignages anciens et que j'utilise. Et parfois, je transforme, par exemple. C'est un homme qui m'a confié telle chose, eh bien, je lui donne un nom de femme, je change un peu son âge, je traficote. Il y a des choses que moi, je voudrais dire, et je m'invente un personnage de femme ou d'homme âgé, et je le fais parler à ma place, pour qu'on ne puisse pas me dire « Ah ben, tu n'as pas le droit de dire ça ». Je dis « Mais si, c'est pas moi qui le dis, c'est Joseph qui a 92 ans ». Et donc ça, c'est de l'ordre du mensonge, mais c'est-à-dire que c'est la littérature. Et puis, il y a aussi le fait que quand on écrit sur un sujet particulier,
on a peut-être l'oreille plus aiguisée, où les gens le sentent et vous se mettent à vous parler de choses dont ils ne vous parlaient pas avant. Donc il y a eu aussi un recueil sur le moment, mais qui était un recueil complètement informel, de paroles qui ont été ensuite utilisées dans le livre. Alors, donc il y a des témoignages anciens, il y a des personnes réelles qui m'ont parlé pendant le livre, il y a des choses que j'ai inventées. Rien n'est... Je pense qu'il y a peut-être un verbatim seulement. Toutes les autres, ça a été travaillé pour retrouver, par exemple, l'oralité. Écrire l'oralité, c'est une technique assez spéciale, mais que j'adore pratiquer. Et alors, je sais que l'autre jour, c'était la Sciences Po Lyon, il y a une jeune fille qui m'a posé cette question et je lui ai dit la vérité, parce que j'ai tendance à dire la vérité. Et elle a été très... Elle m'a dit, mais je ne pourrais plus jamais vous croire. Elle était très troublée. Elle disait, elle se sentait trahie, parce que dans le livre, je dis que c'est vrai, et puis, en fait, c'est pas vrai. Elle me dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir croire maintenant? Et je lui ai dit, mais dans la littérature, on croit tout. Et ça n'a pas... Et quand c'est pas vrai, c'est vrai quand même. C'est le livre qu'on croit. Mais le fait que ça soit vraiment passé ou pas, ça n'a pas grande importance. De toute façon, pour moi, même les choses qui se sont vraiment passées, par exemple, dans ce livre, ce qui est de l'ordre de mes souvenirs, ça s'est vraiment passé, je les raconte. Mais le fait que je les raconte, c'est déjà un filtre. C'est déjà pas fidèle, parce que je raconte ce dont je me souviens, moi. Mais c'est pas, il manque des éléments, il manque le avant, il manque le après. Et puis je me suis peut-être trompée dans les paroles. Donc, tout ce jeu entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, le mensonge de la littérature, etc., pour moi, c'est vraiment là que ça travaille, hein. Les livres, c'est cet endroit-là qu'ils travaillent. Il y a Louise qui pose quelque chose une question qui peut peut-être continuer à interroger. Il me semble que c'est aussi une des veines du texte, le rapport à la fiction, le rapport à l'écriture de soi. En fait, elle dit, d'un point de vue de l'écriture, comment passez-vous de l'écriture d'un roman comme votre dernier, L'Éternel fiancé, à un roman semi-autobiographique, il me semble, comme ce livre-ci? Merci de votre réponse. Merci Louise. Alors déjà, il y avait une expérience particulière dans L'Éternel fiancé. L'Éternel fiancé, c'est le roman qui est paru avant celui-ci, il y a 2 ans, parce que j'avais déjà fait une expérience autobiographique dans ce roman. Ce que j'avais fait, c'est que je m'étais amusée à utiliser tous les lieux, enfin presque tous, oui, de ma propre enfance. Donc c'était un roman qui était autobiographique du point de vue des lieux, mais pas du tout des personnages ni des histoires. Tout le reste, tout ce que je racontais était inventé, mais ça se passait dans mon lycée, dans mon école primaire, dans la mairie de mon arrondissement, dans les rues autour de chez moi quand j'étais petite. Et j'avais fait ça volontairement comme une expérience en laboratoire, quoi, pour voir qu'est-ce qui se passe. Tiens, qu'est-ce qui se passe si on mélange? Est-ce que ça donne des points d'appui? Est-ce que les effets de réel sont plus puissants? Est-ce que ça aide à l'écriture ou pas? En fait, moi, à chaque nouveau livre, je fais une expérience. J'écris très rarement enfin, je crois n'avoir jamais écrit des livres qui se ressemblent. Ils sont tous très différents et chacun me propose une expérience d'écriture. Et j'aime bien le mot expérience parce que il y a vraiment, enfin, il faut imaginer le savant fou, quoi, avec les alambics, les lunettes, la blouse et peut-être un risque d'explosion. Parce qu'au moment où je le fais, franchement, je ne sais pas si ça va marcher et ça peut partir en fumée. Mais il y a l'excitation on va peut-être trouver quelque chose. Donc, je crois que c'est lié aussi à mon ancrage pas évident dans la littérature française actuelle et parce que moi j'ai le sentiment, peut-être que Marie Richeux, vous ne serez pas d'accord avec moi, peut-être que vous, étudiants et lecteurs, vous ne serez pas d'accord avec moi, mais enfin, moi c'est mon sentiment, c'est que la littérature française, elle a vécu une crise de la fiction assez violente à partir de la fin des années 60, où on a remis vraiment en cause la notion d'intrigue, de personnage, de tout ça, ça n'existait pas. Et ce avec quoi je
je suis partiellement d'accord, ça m'intéresse beaucoup, l'idée qui est que la forme fait le fond et que ce ne soit pas deux choses séparées. Mais c'est comme si on avait été peut-être d'un radicalisme, comme on l'est souvent en France d'ailleurs, pour plein de choses. On veut faire nouveau, on veut faire différent. Donc, il y a eu une crise de la fiction et on s'est mis à penser que raconter une histoire, c'était presque vulgaire ou c'était grossier ou c'était du mensonge, c'était pas vertueux. Et, euh, et moi, j'ai toujours adoré ça, la fiction. J'ai toujours trouvé que c'était un luxe incroyable que nous proposait la vie de pouvoir euh, combler le réel ou s'en échapper en inventant des systèmes auxquels on croit et auxquels les autres croient sans que ça sans que ça fasse de mal à quiconque. Je trouve que c'est merveilleux comme système. Et, euh, et raconter des histoires, pour moi, c'est quelque chose de très précieux. Mais je me trouve dans un pays où euh, il y a eu une vague immense de promotion de l'autofiction, ce qu'on a appelé l'autofiction, ce qui pour les étrangers était du charabia. Moi, je me souviens de me balader en Angleterre et les gens me demandaient autofiction, qu'est-ce que c'est cette chose? Je ne comprends pas. Et donc, j'ai essayé d'expliquer ce que c'était et trouvé ça très bizarre. Après, bon, ça a voyagé aussi, ils en ont fait aussi finalement, mais, euh, mais donc là. Il y avait la question de comment je m'inscris, moi qui aime raconter des histoires, dans ce paysage où c'est pas trop l'engouement, on va pas vraiment vers ça. Donc j'ai essayé de trouver à chaque fois j'essaie de trouver une façon de déjouer, de ruser avec ça. Donc déjà dans l'Éternel fiancé, il y avait cette façon de ruser avec les lieux qui étaient des lieux réels. Et là, dans le château des Rentiers, c'était carrément je pense que j'arrivais à un moment où je me disais oh, j'ai plus rien à perdre. Oh, il y avait l'espèce de soulagement de se dire oh, j'ai 57 ans, j'ai déjà écrit tellement de livres, on s'en fiche. Je vais écrire n'importe quoi. Ce sera ni un roman, ni un documentaire. Tout sera possible. Il y avait vraiment, c'était comme un cadeau que je me faisais à moi-même en tant qu'écrivain, de me dire prends cette liberté qu'on te donne, prends-la, mais prends-la vraiment. Bah, justement, oui, c'est exactement ce à quoi je pensais en vous écoutant, c'est que je suis malheureusement, je n'ai pas été étudiante en lettres et donc je ne pourrais pas dire des choses fabuleusement intelligentes et surtout rigoureuses sur la Révolution qui a en effet eu lieu, notamment avec le nouveau roman. Mais je dirais que vous avez l'air, vous, Agnès de Sarthe, et peut-être principalement dans ce texte-là, d'en hériter avec beaucoup de vagabondage, de liberté. Et s'il y a eu des choses déconstruites dans la forme classique du roman, je trouve que c'est un roman, c'est un roman en tout cas, ce livre-là, Le Château des Rentiers, en jouit beaucoup des constructions qui ont été à l'œuvre et vous permettent d'être très inventive. Moi, c'est un livre qui m'a rendue très joyeuse, peut-être à commencer par sa forme, à commencer par sa langue. Arthur Ouvrard posait une question un peu de cet ordre-là, à savoir est-ce que ce livre qui est en lice pour le prix du roman des étudiants, est-ce que vous le qualifieriez ainsi d'un roman? J'ai l'impression qu'on a un peu répondu à la question en avançant, mais je peux vous laisser préciser. Ouais, la fin de la question, c'est l'avez-vous construit ainsi? Ouais. Alors, je crois que la fin de la question donne la réponse. Oui, il y a une construction. Et pour moi, c'est la construction qui fait que si ce livre doit appartenir à un genre, il appartient au genre du roman. Au sens où il y a une tension dramatique. Et pour moi, la tension dramatique, c'est peut-être ce qui fait le plus, qui a le plus à voir avec le roman. Parce que je me sens pas dans la zone du documentaire, je me sens pas dans la zone de l'essai, parce qu'il n'y a pas déjà, il y a toute cette question de le faux, c'est-à-dire que je ne fais pas de recherche, comme l'a remarqué, comme nous l'a rappelé l'une de vous, je ne mène pas d'entretien, donc toute cette façon de travailler qui est que avec l'imaginaire,
ça nous fait basculer beaucoup plus du point de vue du côté de la littérature que du document, même s'il peut y avoir des documents très littéraires, mais je pense que ce serait une usurpation, là pour le coup, un peu malvenue de dire que c'est un essai. C'est vraiment pas un essai sur l'âge, c'est pas un essai sur les phalanstères, c'est pas un essai sur la mémoire. Il n'y a aucune théorisation, par exemple. Il y a que si théorisation il y a, elle est faite par le lecteur, elle n'est pas faite par l'auteur. Donc c'est pour ça que, et comme il y a beaucoup, et comme c'est l'imagination qui est à l'œuvre, je crois que le mot qui peut le mieux convenir, c'est encore roman. Même si plein de gens m'ont dit que ça n'en était pas un. Il y a même des entretiens avec certains journalistes qui, comme la première chose qu'ils disaient, c'est bon, ce n'est pas un roman. Bon, écoutez, très bien. Je ne sais pas ce que c'est alors. Mais on n'est pas obligé non plus de nommer. On n'est pas non plus obligé de nommer ce qu'on fait. Moi, parfois, j'appelle ça un livre. Parce qu'après tout, les genres, comme il y a du dialogue, on peut dire aussi, il y a beaucoup de dialogue dans ce livre, on va dire peut-être c'est du théâtre finalement. Ouais. Je crois que son genre est hybride. Voilà. Est-ce que Elisa, j'allais dire justement qu'on allait prendre les dernières questions. Est-ce que vous savez ce qui vous a fait venir au sujet de la vieillesse, Agnès de Sarthe? Alors, je pense que c'est... il y a plusieurs choses. Il y a le fait... L'élément déclencheur, c'était vraiment, comme je le raconte dans le livre, que ma grand-mère, qui est morte depuis près de 30 ans maintenant, est venue me rendre visite mentalement. Je pensais beaucoup à elle. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui me prend de penser tellement à elle? Il y avait ça. Et puis, il y avait mon propre âge et toutes sortes de pépins de santé qui m'ont affaibli et qui m'ont fait visiter un âge qui n'était pas le mien. C'est-à-dire que, par exemple, là, pendant une dizaine d'années, il y avait des moments où je ne pouvais plus du tout marcher. Et ne plus pouvoir marcher, ce n'était pas du tout de mon âge. Surtout que je suis une grande marcheuse. Donc, je me disais, tiens, je suis en train de visiter, je suis en train de prendre de l'avance. C'est comme si j'avais fait une avance rapide et que je m'étais retrouvée à 80 ans. J'avais très, 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 très mal, corps très, très douloureux et impossible de se déplacer, même pour aller chercher le sel, par exemple, sur l'étagère qui est à 5 mètres. Donc, une condition physique tellement étrange, tellement, je ne sais pas comment dire, exotique presque, que ça me faisait me poser des questions ça m'a aidé en fait à aller vers cet âge que je n'aime pas. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire quelque chose d'intéressant et même voire d'agréable avec quelque chose, une condition qui est totalement subie. Alors ça, c'était la cause personnelle. Et je pense que plus largement, je suis toujours attentive à ce qu'on dit aux enfants et à ce qu'on dit aux jeunes gens. Et ça fait plusieurs années que je suis presque obligée de me boucher les oreilles quand j'entends qu'on dit des choses désespérantes. Vous n'aurez pas de travail, la planète sera surpeuplée. De toute façon, comme c'est la fin du monde, c'est pas très grave. Comme on va tous mourir, comme on va dans le mur, etc. Et je me disais, oh là, ça donne tellement pas envie. Et pourtant, on est là. Et on est là maintenant. Et être là maintenant, il faut considérer que c'est mieux qu'être là il y a 20 ans ou être là il y a 30 ans. Enfin, c'est terrible d'être dans un « c'était mieux avant ». J'ai toujours détesté cette phrase. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire depuis là où je suis moi pour mettre une petite pierre à l'édifice du « bon, c'est comme c'est, mais on va essayer de voir comment ça pourrait être quand même mieux après ». Mieux après, c'est-à-dire mieux plus tard, que l'avenir va nous offrir quelque chose, une surprise, etc. Et donc, je me suis dit, à l'échelle de l'individu, je vais me prendre moi, mortel, déjà commençant à vieillir, à souffrir, et je me dis, tiens, comment je vais faire pour fabriquer une utopie positive? Je vais aller vraiment loin dans l'âge et je vais voir comment je peux tordre le cou à l'idée que ça va être terrible. Et pendant que j'écrivais, il y avait vraiment des moments où j'étais dans une telle ivresse, je croyais vraiment à ma propre entourloupe. Et donc, il y a vraiment eu des matins où je me réveillais en me disant, mais vivement que je sois morte, ça va être génial. Et c'était juste un état d'esprit. Mais c'est ça compte, l'état d'esprit. Donc voilà, au sens plus large, il y avait...
C'est même le livre, il me semble qu'à un moment donné, il y a le livre devient, je trouve que le livre s'habite, devient le phalanstère génial auquel on rêve au départ. C'est dans le livre qu'on veut finir par habiter. Oui. Antoine, je prends votre question et ce sera la dernière, sauf si quelqu'un se précipite pour échapper au regret qui serait amer tout le week-end de n'avoir pas posé la question qui lui brûlait les lèvres à Agnès de Sarthe. Donc, cette personne peut le faire tandis que je prononce la question d'Antoine. Voilà ce que dit Antoine. J'ai beaucoup aimé votre livre, qui m'a évoqué certains livres par fragments, comme ceux de Chantal Thomas. Y a-t-il des écrivaines dont vous vous réclamez? Merci beaucoup, Antoine. Et j'aime beaucoup Chantal Thomas, donc ça tombe bien. Il y a bien sûr des écrivains dont je me sens proche, alors je ne sais pas se réclamer, mais des écrivains, je vais citer des écrivains un peu contemporains et pourquoi pas français. Donc Marguerite Duras, c'est un écrivain extrêmement important pour moi. Alors elle n'est pas encore vivante, mais elle n'est pas loin. Et puis j'adore cette phrase, pardon, mais elle n'est pas encore vivante, elle n'est pas loin, j'adore. C'est vraiment le temps à l'envers. Oui, c'est ça. Et elle va redevenir vivante. Non, mais en fait, il y a un regret parce que je trouve qu'elle n'est pas du tout. C'est magnifique. Je trouve qu'elle n'est pas du tout. Elle devrait être plus vivante que ça dans nos conversations. Ouais, mais elle n'est pas encore vivante. Non, mais elle va l'être. Elle va l'être. Elle va l'être. Elle est déjà morte et elle va redevenir vivante bientôt. Et bon, c'est un écrivain qui compte énormément pour moi. Et il y a aussi Christiane Rochefort, qui elle aussi est un écrivain merveilleux. Et c'est pareil, c'est deux. Je choisis de prendre ces deux-là. Il y en a plein d'autres que j'adore. Mais parce que ce sont des comètes. À un moment, c'était toutes les deux, elles ont connu une espèce de succès extraordinaire. Best-seller, machin truc, et puis on les a très vite oubliés, et puis c'est devenu des espèces de ah oui, qu'est-ce que c'est que ces bonnes femmes là, des tiens, des vieilles bonnes femmes, je sais pas ce qu'elles font. Ah oui, elles écrivent encore des livres, tiens. Ah ben elles sont mortes, ah bah bon, et on n'en parle plus. Bon bah en fait, c'est vraiment pour moi leurs textes sont extrêmement précieux et c'est génial parce qu'ils sont là, donc ils sont à découvrir et à redécouvrir. Et là, un livre, je vais parler d'un livre juste en plus qui est sorti en septembre et qui m'a énormément bouleversée, qui a été écrit par Lydia Georges, très grande écrivaine portugaise. Et je viens de terminer ce livre et je suis en deuil de l'avoir terminé. Ça s'appelle Miséricordia et c'est un immense, immense, immense livre. Donc si on veut être dans l'ultra contemporain, on peut y aller. Oh là là, ben, très bien. Moi, je ne l'ai pas lu ce livre et du coup, je vais me précipiter. Je disais hier ou avant-hier à l'antenne que je crois que Lydia Georges a été reçue dans les matins, donc j'invitais nos auditrices et auditeurs à aller la réécouter, mais moi je vais aller la lire. Oui. Il est 12h10, je dois rejoindre ma famille pour commencer le week-end. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Je regrette qu'on n'ait finalement pas pu voir nos visages, mais peu importe. Merci pour vos questions. Un immense merci Agnès de Sarthe de nous avoir offert de votre temps. Merci, il y a plein de merci qui arrivent, formidable. Merci à vous. Merci à vous. C'était une rencontre étrange, merveilleuse. J'adore ces petites fenêtres bleues. Oui. Est-ce que j'en profite pour vous dire que il y a des livres partout sur France Culture toute la journée, en fait. C'est vraiment ce qu'on fait le plus, en vrai. Et puis, nous, on se concentre vraiment avec toutes nos forces à 15h, de 15h à 16h. Je vous invite d'autant plus qu'en fait, on fait cette chose de prendre des questions des auditeurs et des auditrices et de les adresser à nos invités en plateau. Donc, n'hésitez pas, rapprochez-vous de l'Instagram du Book Club. C'est pas moi qui l'anime, c'est Alexandra Lajbegovic, mais il le fait avec talent et avec beaucoup d'entrain. Et c'est une voie pour communiquer avec nous et pour communiquer avec tous nos invités, comme vous avez pu le faire aujourd'hui avec Agnès de Sarthe. Je continue un petit pas de côté par rapport au roman des étudiants pour vous dire qu'à la fin de l'émission, il y a un jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales et il s'agit de repérer des musiques dans tous les bouquins que vous lisez, que vous ouvrez par hasard, que vous lisez entièrement, que vous feuilletez et tout, et de nous les envoyer. Et moi, je pioche dedans tous les jours comme ça nous rend curieux de vos lectures et ça nous permet d'écouter de la musique. Et peut-être je vais repasser la parole à Marine qui va vous donner un calendrier suivant pour les rencontres à venir. Marine, est-ce que tu ferais ça pour nous ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, voilà, je merci beaucoup, à toutes et à tous et oui, effectivement, navrée pour ces soucis de caméra. Bon, finalement, c'est un peu comme à la radio, voilà, on a s'est concentré surtout sur votre voix et c'était déjà très bien et très intéressant. Merci pour, vraiment pour toutes vos questions et puis oui, je rappelle, que la prochaine rencontre virtuelle, ce sera le lundi 27 novembre, entre midi et 2, je vous préciserai l'horaire, avec, Antoine Waters. Agnès de Sardes, vous pouvez aussi la retrouver en université. Elle sera le 29 novembre à l'université Paris-Cité à 18h et le lendemain à l'université de Poitiers, à la fac Lettres et Langues. Et puis, pour le reste du calendrier, je vous remets toutes les infos dans le Discord. Prochaine rencontre déjà lundi prochain à 14h à l'université Bordeaux-Montaigne avec Salma El Moumi. Ben voilà, en tout cas, merci vraiment pour votre présence. C'était vraiment passionnant de tous et toutes vous écouter. Encore merci, Merci. Marie Richeux, et merci beaucoup, Agnès de Sarthe. Merci à tout le monde. Merci à Bah, ceux qui se sont connectés. à Merci bientôt tout le Marie. monde. Prenez soin de vous. Passez un Oui, bon passez un bon week-end. week-end. Ben voilà, bon Au week-end revoir à tout le monde. Agnès. Au revoir Marie. Au Au revoir revoir tout Marina. le Au revoir tout le monde. monde.